Et à l'IFP, Institut de formation politique à Paris. Par ailleurs, il est essayiste et je crois que c'est bon. Et président du cercle Droit et Liberté. Voilà. Donc Thibaut aujourd'hui va traiter le sujet de la dictature sanitaire, va-t-on vers la dictature sanitaire. Voilà. Thibaut, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là ce matin. J'étais déjà là hier soir. Je pense que la conférence d'aujourd'hui sera beaucoup plus d'actualité. Ça devrait, je l'espère, un peu plus vous plaire. Pour commencer, déjà, je vais évacuer une première question. Beaucoup me disent, mais quelle légitimité pour un avocat de parler d'une épidémie? Pourquoi un avocat peut-il parler d'une crise sanitaire plutôt qu'un médecin? Déjà parce qu'on ne parle pas que de santé ici, on parle aussi de liberté, liberté avec un S. Est-ce que les médecins sont plus légitimes pour parler du traitement politique d'une épidémie? Je vous rappelle que le rôle du médecin, c'est de soigner à tout prix. Il a prêté le serment d'Hippocrate et donc son but, c'est de vous soigner quoi qu'il en soit. Si vous écoutez les médecins, un médecin, il vous laissera toujours au lit. Il vous interdira de prendre une moto, il vous interdira la viande rouge, il vous interdira l'alcool, il vous interdira la cigarette. Parce que le but pour ce médecin, c'est de vous garder en bonne santé. Et d'ailleurs, on le voit bien dans cette crise. Par exemple, en avril 2020, tout au début du premier confinement, il y a eu un collectif de jeunes médecins qui a fait une action devant le Conseil d'État pour un confinement intégral. C'est-à-dire qu'ils voulaient même interdire aux gens d'aller faire leurs courses. Ils voulaient qu'il y ait des rationnements avec les militaires qui viennent nous déposer nos courses chez nous. Donc ça, vous voyez comment les médecins veulent absolument vous empêcher de prendre des risques. En octobre 2020, il y a des médecins qui demandaient un confinement généralisé d'octobre à mars. Ça, c'est encore un exemple. Vous les voyez dans les médias tous les jours, je pense, des médecins qui veulent absolument vous soigner à tout prix et donc vous empêcher de vivre. Alors qu'un juriste, lui, il a une vision qui est plus globale, puisque c'est comme ça qu'on est formé à la fac de droit, on est formé à la défense des libertés. Et ces libertés, elles ne sont pas toutes convergentes, elles sont parfois divergentes, même parfois contraires. Et le but de ce juriste, c'est d'apprendre à les concilier et de trouver une juste balance. D'ailleurs, le droit, depuis les Romains, c'est l'art du bon et du juste. Donc, plutôt qu'une vision de spécialiste dans cette crise, il faudrait, selon moi, une vision plus globale. Et c'est ce que les hommes politiques devraient avoir et ce qu'ils se refusent à avoir, puisqu'ils ont en fait plus ou moins délégué l'exercice du pouvoir à des médecins, notamment le conseil scientifique. J'y reviendrai durant la conférence. Je vais vous rappeler quelques faits quand même qui sont importants pour donner un peu de raison au débat qui s'hystérise énormément depuis 1 an et demi. Les principales causes de décès en France sont les tumeurs cancéreuses pour 28%, les maladies cardiovasculaires 25%, les maladies de l'appareil respiratoire 6%, et enfin les morts violentes comme les accidents, intoxications, homicides 6%. En 2019, il y a eu 612 000 personnes qui sont décédées en France, 60 000 morts du Covid. On est à 110 000 maintenant avec les chiffres de 2021, mais c'était quand même en 2020, on a eu 10%, ça représente 10% à peu près des morts. Donc on est loin des tumeurs cancéreuses, on est loin des maladies cardiovasculaires, et pourtant on a eu une espèce de psychose qui s'est développée autour de ce virus. Sur ces 60 000 morts qui sont morts en 2020, près de 20 000 sont morts en EHPAD. L'espérance de vie d'une personne qui rentre en EHPAD, c'est de 3 ans. Donc hors Covid ou non. Donc, une personne qui rentre en EHPAD, c'est 3 ans d'espérance de vie. Ça aussi, il faut quand même s'en rendre compte que si 20 000 personnes sont mortes en EHPAD du Covid, de toute façon, elles avaient une espérance de vie qui n'aurait pas dépassé 3 ans après ça. 89% des patients qui sont admis en réanimation présentaient ou présentent encore au moins une comorbidité. 92% des morts ont plus de 65 ans. 78% des morts ont plus de 75 ans. L'âge médian des décès, c'est de 84 ans. L'âge moyen des décès, il est à peu près similaire. Je vous rappelle qu'en France, l'espérance de vie, c'est 82 ans. Donc, finalement, les gens qui meurent du Covid ont déjà dépassé l'espérance de vie moyenne en France. En 2020, il y a un chiffre intéressant, c'est qu'il y a 599 personnes de moins de 65 ans sans comorbidité connue qui sont mortes du Covid.
c'est-à-dire un taux de mortalité de 0,001%. Donc ça, c'est quand même des chiffres qu'il faut rappeler et il faut garder ça en tête à chaque fois qu'on parle des mesures et de la proportion des mesures qui nous sont imposées dans cette crise. On nous dit que c'est aussi la première épidémie du monde moderne. Bon, je vous rappelle qu'il y a quand même eu la grippe de Hong Kong en 68, qui a fait en France 30 000 morts. Alors on dira 30 000 morts comparé aux 120 000 ou 110 000 actuels, c'est rien du tout, mais en France déjà, à l'époque, il n'y avait que 50 millions d'habitants. Désormais, on est à peu près 70 millions. Et puis en plus, ce qui se passe, c'est qu'en 1968, il n'y avait que 18% de la population qui avait plus de 60 ans. En 2018, c'était 25% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, comme c'est une maladie qui touche principalement les personnes âgées, évidemment, il y a plus de morts. Comme on est dans des pays occidentaux qui vieillissent, forcément, des maladies comme le Covid tuent plus les personnes âgées. Mais on a tendance à oublier que le cycle naturel de la vie, c'est que les personnes âgées meurent avant les plus jeunes. Dans cette crise, le gouvernement a choisi de mener une lutte juridique plutôt qu'une lutte pour l'hôpital. Alors, plutôt que de donner des moyens à l'hôpital, permettre aux gens de soigner, aux soignants de soigner et d'exercer leur métier, ils ont préféré donc, mener une lutte contre les libertés et imposer un tas de restrictions de liberté. Je vais aborder quelques exemples de textes. Ça va être impossible d'être exhaustif parce que la liste des textes qui est sortie est tellement longue que c'est impossible de suivre. Même un juriste aguerri qui fait des libertés publiques toute la journée n'arrive pas à suivre. Il y a des lois, il y a des décrets qui viennent modifier d'autres décrets. Ça fait des pages entières, c'est complètement illisible. Mais on va commencer déjà avec le régime de l'état d'urgence sanitaire qui a été créé le 23 mars 2020 et qui permet donc au gouvernement de déclarer l'état d'urgence en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Déjà, on notera le terme totalement flou de santé de la population. Qu'est-ce que ça veut dire la santé de la population en quoi, et qu'est-ce que ça veut dire mettre en péril la santé de la population? L'interprétation est énorme. Je reviendrai sur la définition de la santé tout à l'heure, mais il faut quand même le noter. Donc, qu'est-ce que ça permet en fait cet état d'urgence sanitaire qui a à l'origine été déclaré pour une durée de 2 mois. Donc c'était 23 mars, 23 avril, 23 mai. Bon, finalement, ça fait 18 mois qu'on est en état d'urgence sanitaire. Même quand l'état d'urgence sanitaire a été arrêté, finalement, on prenait des lois de transition qui finalement en fait, donnaient exactement les mêmes pouvoirs au gouvernement. Donc c'était des lois d'état d'urgence sanitaire qui n'avaient pas le nom. Et qu'est-ce qu'elles permettent ces lois? Alors déjà, la première loi du 23 mars 2020, elle a permis la création du conseil scientifique. On n'en entend plus trop parler désormais, mais c'est quand même une instance qui a pris quasiment les rênes de la démocratie pendant quelques mois et qui, par ses avis, qui n'étaient pas toujours rendus publics d'ailleurs, faisait la pluie et le beau temps sur la politique en France. Surtout, cette loi d'état d'urgence sanitaire, elle permet au gouvernement de gouverner par ordonnance et par décret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas juristes, qu'on n'est pas obligé de passer par la consultation démocratique du Parlement. On peut prendre une ordonnance ou un décret, un ministre de la Santé ou le Premier ministre va décréter donc, que des mesures de police, de restriction s'imposent. Et ces mesures, elles ne sont pas donc soumises au débat public, au débat démocratique, elles s'imposent sans qu'il y ait de contre-pouvoir démocratique. Donc ça a permis par exemple de restreindre ou d'interdire la circulation des personnes, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, ça permettait aussi, ça n'a pas été fait, la mise en quarantaine ou le placement en isolement des personnes affectées, fermeture provisoire des établissements, exactement tout ce qui s'est fait, donc confinement généralisé, couvre-feu, restriction de la liberté d'aller et venir, du commerce. Donc c'est ça en fait qui a permis l'état d'urgence, c'est de prendre des mesures drastiques de restriction de nos libertés, avec quasiment un blanc-seing pour le gouvernement de prendre ces mesures. Je reviendrai sur les contre-pouvoirs qui permettent normalement de lutter contre un abus de pouvoir du gouvernement dans ces cas-là, ou un excès de pouvoir. J'y reviendrai un peu plus tard dans la conférence. Ça a aussi permis par exemple de prendre le décret des gestes barrières. J'en parle un petit peu parce que c'est assez intéressant. Donc il y a un décret qui est passé qui nous disait que les gestes barrières devaient être appliqués si on ne pouvait pas se trouver à moins d'1 mètre de distance entre 2 personnes physiques.
Ces mesures d'hygiène qui étaient prescrites par ce décret, c'était se laver les mains régulièrement, se couvrir le nez et la bouche en toussant, éviter de se toucher le visage, utiliser du gel hydroalcoolique. Ce qui est marrant dans ce décret, c'est qu'il y a une sanction qui est prévue en cas de non-respect des gestes barrières. C'est une contravention de première classe de 38 €. Donc maintenant, l'État vient vous dire, vous devez vous laver les mains régulièrement, vous devez tousser dans votre coude. Et si vous ne le faites pas, je viendrai vous mettre une amende de 40 €. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que l'État a à avoir à faire là-dedans? Ce qui est assez aussi important de noter, c'est que ce décret a été attaqué par un de mes confrères à Paris devant le Conseil d'État parce qu'il disait que ce décret dit que ces mesures doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances. Donc l'avocat disait que tout lieu et toutes circonstances, c'est-à-dire que vous devez faire ça même chez vous, même sous la douche, même au lit avec votre ami. Vous devez respecter les gestes barrières. Donc, il est allé devant le Conseil d'État en disant c'est complètement disproportionné, l'État vient chez moi et m'impose de respecter les gestes barrières chez moi. Le Conseil d'État a néanmoins validé ce décret en disant que ça devait s'appliquer partout. Donc si par exemple vous êtes chez vous et qu'un policier passe la tête par la fenêtre et vous voit avec votre ami sur le canapé à moins d'1 mètre de distance sans masque, il pourrait potentiellement vous aligner pour non-respect des gestes barrières. Alors vous rigolez, mais ça s'est fait quand les policiers venaient frapper chez vous pendant le 2e confinement où certains organisaient des soirées. Je reviendrai sur la mise en danger de la vie d'autrui, ce qu'ils nous disaient, mais en tout cas, les policiers frappaient et un des moyens de pression, c'était de mettre des contraventions pour non-respect des gestes barrières. Cet état d'urgence sanitaire permet également d'imposer le port du masque, je l'ai dit. Donc là, c'était des décrets qui étaient pris, amende de 135 €. C'est les préfets en général qui l'imposaient. Confinement, couvre-feu. Alors, il y a aussi la définition du cas contact. Cas contact, j'en parle un petit peu, c'est un peu passé de mode, mais il y a quand même une définition juridique du cas contact. Auparavant, un cas contact, c'était être à côté d'une personne qui avait le Covid à moins d'1 mètre pendant au moins 15 minutes. Et en décembre dernier, je crois, ou novembre, ils ont passé ça, c'était à moins d'1 mètre pendant 5 minutes, ou un contact entre 1 et 2 mètres pendant 15 minutes. Vous voyez, maintenant, c'est très technique. Pour tout ça, le cas contact, en fait, ça n'existe que si vous avez téléchargé l'application Tous Anti-Covid. C'est ça dans la loi, c'est ça. Alors, quand les gens vous disent « je suis cas contact », la plupart ne savent pas. En fait, c'est juste qu'ils ont été en présence d'une personne qui avait le Covid pendant quelques minutes et ils se disent « je suis cas contact ». Mais dans les faits, c'était seulement si vous aviez téléchargé votre application de géolocalisation et qu'on savait que vous aviez été près d'une personne qui avait le Covid. Donc voilà, toutes les mesures de restriction de liberté. Je vais revenir sur le pass sanitaire ensuite, mais je voudrais revenir d'abord sur un petit point. Plutôt que d'être un ayatollah de la liberté individuelle en disant on ne peut pas restreindre ma liberté ou un État n'a pas le droit de restreindre ma liberté, c'est faux. C'est normal que dans une société on puisse restreindre les libertés individuelles et collectives s'il y a un but légitime pour le faire. Toute mesure de toute façon vient forcément restreindre un droit fondamental. Et pourquoi c'est légitime? Comment est-ce que ça peut être fait dans la loi? Il faut que ça soit, c'est assez technique mais c'est important, il faut que ça soit proportionné, il faut que ça satisfasse une triple exigence. Donc cette mesure de restriction de liberté, elle doit être adéquate. Adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit être susceptible de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le couvre-feu était vraiment utile pour lutter contre l'épidémie? Est-ce que le confinement était vraiment utile pour lutter contre l'épidémie? Certains vous diront que oui, il y a des débats là-dessus, puisqu'il y a des pays qui n'ont pas appliqué de couvre-feu et pas de confinement, et pourtant qui ne s'en sont pas si mal tirés sur la situation épidémiologique. Ça, c'est une première condition. Ensuite, cette restriction de liberté, elle doit être nécessaire. C'est-à-dire qu'elle doit prévenir un risque à l'ordre public. S'il n'y a pas de risque, elle est illégale. Bon là, il y avait quand même un risque, c'était quand même la propagation de l'épidémie. Et enfin, et c'est là où c'est très important, cette mesure de restriction, elle doit être proportionnée. C'est-à-dire qu'elle doit porter atteinte à nos libertés, mais seulement dans une mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé. Et aussi, elle ne doit pas excéder d'autres moyens appropriés et possibles qui auraient pu affecter de manière moins importante nos libertés. Typiquement, est-ce que le confinement était proportionné à la lutte contre l'épidémie? Alors nous, avec le Cercle Droit-Liberté, on pensait que non, c'est pour ça qu'on a attaqué le 2e confinement, notamment devant le Conseil d'État. Et ce qu'on disait, c'est qu'on aurait très bien pu prendre d'autres mesures qui étaient moins restrictives, mais tout aussi efficaces,
notamment cibler les personnes fragiles, les personnes à risque. Il a été évoqué très brièvement en novembre-décembre 2020, par exemple, de ne confiner que les personnes à risque, donc les plus de 65 ans ou les personnes avec comorbidité. On nous a dit ça serait de la discrimination, c'est pas normal de faire peser, c'est pas normal de discriminer ces personnes âgées ou ces personnes à risque, donc on n'a pas le droit de le faire. Ce qui est complètement faux, dans la loi on aurait très bien pu le faire, puisque à situation particulière on peut appliquer un traitement particulier. Mais comme je vous l'ai dit hier dans la conférence, en France on est dans un égalitarisme total, et donc on préfère faire peser des mesures sur l'ensemble de la population, quitte à descendre tout le monde vers le bas, plutôt que de cibler des personnes à risque qui évidemment n'auraient pas été très contentes. En attendant, ça aurait été peut-être plus efficace de cibler des personnes à risque et de les soigner en priorité plutôt que de confiner l'ensemble des forces vives de notre pays. Ces forces vives qui font avancer l'économie, qui font avancer le pays et qui nous permettent de continuer à vivre. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Ce qui se passe aussi, alors on peut noter d'autres donc je vous ai dit adéquat, nécessaire, proportionné. Est-ce que le masque en extérieur, par exemple, était adéquat pour lutter contre l'épidémie? Je crois que là, il n'y a pas beaucoup de consensus scientifique, mais il y en a un, c'est celui de dire que le masque en extérieur ne sert à rien. Pourtant, on l'impose encore, il y a même des préfets qui commencent à le réimposer en extérieur. Masque pour les plus de 6 ans, même alors que les plus de 6 ans ne sont pas susceptibles de développer la maladie. Est-ce que se balader à minuit favoriser la propagation du virus? Je ne pense pas non plus. Alors on nous dira, en fait, le couvre-feu ou le confinement, c'était pour vous empêcher, si vous sortiez à minuit, d'aller voir des gens et de faire la fête. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu le goût de la liberté en France, et l'État a perdu le goût de la liberté pour ses citoyens, puisque désormais, on nous voit comme des grands enfants. Et le citoyen n'est pas un citoyen adulte responsable, c'est un grand enfant qu'il faudrait restreindre, punir et donc lui empêcher de sortir parce qu'on sait qu'il va aller faire des bêtises. Donc le gouvernement n'a pas choisi la responsabilisation de ses citoyens dans cette crise, il a choisi finalement l'infantilisation totale en vous disant vous êtes des grands bébés et donc je ne veux pas que vous sortiez après parce que vous allez aller faire la bise à vos amis, vous allez faire la fête et le virus va continuer à sortir. Donc là, il y a aussi un problème de pédagogie dans cette crise. C'était vraiment la communication du gouvernement infantilisante, culpabilisante, anxiogène. J'y reviendrai un peu aussi. Je vais revenir rapidement sur le confinement. C'est moins d'actualité, quoi qu'on commence à nous redire peut-être qu'en septembre, les non-vaccinés seraient confinés et non les vaccinés. Je note quand même que l'Organisation mondiale de la santé a souligné les effets délétères du confinement. Il y a aussi des juristes à Paris, les travaux de l'Institut des droits de l'homme, des avocats européens de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris qui ont montré que ce confinement était illégal dans sa disproportion dans l'atteinte à nos libertés. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Il y a même des instances quand même internationales qui nous ont montré que le confinement n'était pas la panacée. Et quel est l'objectif en plus donc, de toutes ces mesures? Toutes ces mesures de restriction, c'est la protection de la santé. Mais il faut s'interroger sur qu'est-ce que la santé. L'OMS nous dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans cette crise, je pense qu'on a complètement oublié quelle était cette définition de la santé, puisque finalement, ce qui nous intéresse, c'est de protéger une vie biologique, une vie nue, peu importe la santé mentale, peu importe la santé sociale. Ce qui comptait, c'était de sauver un corps biologique jusqu'au bout de sa vie, peu importe la qualité de sa vie. Et c'est vrai que le gouvernement a tout fait pour protéger la santé de nos corps, mais il a été incapable de comprendre qu'il fallait aussi soigner nos âmes. Et on l'a vu qu'il y a eu quand même énormément de dommages collatéraux dans cette crise. C'est évidemment les dommages économiques, les dommages sociaux, les dommages moraux. J'y reviendrai un peu aussi. Alors sur les dommages collatéraux, par exemple, il y a des psychiatres qui nous disaient en fin d'année 2020 déjà que 20% de la population française commence à basculer dans la psychiatrie. Les conséquences économiques, on les connaît, fermeture de tous nos petits commerces, de tous nos... Dans cette crise aussi, ça a favorisé énormément tout ce qui est GAFA, tout ce qui est grandes multinationales qui ont très bien pu s'adapter à ces mesures.
Ça a favorisé énormément les Netflix, les Uber Eats, toutes ces grandes boîtes. Et qu'est-ce que ça a défavorisé? C'est tous nos petits artisans de proximité, les bars, les petites entreprises qui ont eu beaucoup plus de mal à s'en sortir, les bistrots. Donc c'est un peu aussi notre mode de vie enraciné qui a été complètement balayé pour donner finalement la main mise aux GAFA et aux multinationales. Les conséquences économiques, il faut aussi se rendre compte que si on a envie de protéger la santé biologique à long terme, il faut un pays qui tourne à plein régime et une économie qui est pérenne et efficace. Si on détruit l'économie, comment on va faire pour avoir un système de santé efficace dans 10-15 ans? Je ne sais pas. Parce que qui paiera les hôpitaux, qui paiera les soignants quand on aura un pays complètement qui croulera sous les dettes? Donc là aussi, on a favorisé, de toute façon c'est très moderne aussi, on a favorisé le court terme, des mesures à très court terme, en oubliant complètement les conséquences à moyen et plus long terme. On parle beaucoup, sans transition, de dictature sanitaire en ce moment. D'ailleurs, c'est le titre de la conférence, vers une dictature sanitaire, oui ou non? Alors il faut, en tant que juriste, on va revenir sur la définition des mots. Qu'est-ce qu'une dictature? La dictature, c'est quelque chose qui a été inventé dans la République romaine et qui, par exemple, a été utilisé 76 fois entre moins 500 et moins 200 avant Jésus-Christ. C'était en fait la possibilité pour les consuls et sur requête du Sénat de nommer ce qu'on appelait un magister populi, un dictateur en fait, qui avait les pleins pouvoirs pour faire face à une situation exceptionnelle, à des menaces exceptionnelles. À l'époque, un dictateur était nommé, ou désigné plutôt, pour une durée de 6 mois. C'était une mesure de salut public, c'était une mesure utile, et d'ailleurs elle est toujours présente dans tous les droits sophistiqués. Il y a les états d'urgence qui sont possibles. Quand il y a des circonstances exceptionnelles, on peut donner les pleins pouvoirs au gouvernement pour favoriser la lutte contre une situation exceptionnelle. Puis d'ailleurs, c'est aussi l'essence même du politique, pour sortir un peu du droit. Ceux qui ont lu Carl Schmitt, qui était un juriste allemand, qui nous disait que l'essence du politique, c'est la souveraineté, et est souverain, c'est celui qui décide de la situation exceptionnelle. Donc en fait, le président Macron a pu être souverain parce qu'il a décidé du jour au lendemain qu'on était dans une situation exceptionnelle. D'ailleurs, on a quand même vu le retour du politique dans cette crise. On nous disait, l'État ne peut rien, c'est l'économie qui décide, l'Europe fait tout et on ne peut mettre aucune restriction à l'économie. Mais là, en fait, on a vu que c'était complètement faux. On a vu dans cette crise qu'il était possible de recréer des frontières. On a vu qu'il était possible de mettre des mesures drastiques à l'économie. On a vu qu'il était possible de mettre des policiers à chaque coin de rue pour contrôler les Français. Donc des choses qu'on nous disait qui sont complètement impossibles, finalement on a vu que quand il y avait une volonté nationale de le faire, en tout cas politique, c'était possible. Ça doit nous interroger sur d'autres sujets politiques où le gouvernement nous dit qu'il est complètement impuissant puisque c'est Bruxelles qui décide tout. Le but de cette dictature, c'est donc la suspension du droit. Mais pourquoi? C'est pour pouvoir recréer le droit dans le futur. Sinon, on bascule dans la tyrannie. Si on suspend le droit pour ne jamais le recréer, c'est qu'en fait, voilà, on bascule dans cette tyrannie. Donc, va-t-on vers une dictature sanitaire, sachant que ça fait 18 mois qu'on est en état d'urgence, que l'état d'urgence doit s'arrêter le 15 novembre 2021, il est quand même fort probable que ça continue. On va arriver à 2 ans d'état d'urgence. Donc on est quand même plus ou moins dans une dictature en plus qui continue à durer. Alors après, il ne faut pas forcément nier le besoin de cet état d'exception, de cette dictature, c'est utile. Là, il faut s'interroger sur la durée de cet état d'urgence qui est beaucoup trop longue. Et en plus, le problème, c'est que dans cette crise, le gouvernement a repris le pouvoir, grâce à cet état d'urgence sanitaire, mais ensuite, il a repris le pouvoir pour l'abdiquer au profit du conseil scientifique et d'autres experts qui sont non élus. Et ça nous amène en plein dans le gouvernement des experts, avec une démocratie qui ne fonctionne plus du tout, puisque maintenant, finalement, comme je vous l'ai dit en début, en introduction, c'est le conseil scientifique qui faisait un peu la pluie et le beau temps sur cette crise, et qui décidait de ce qui allait être imposé. Donc en fait, le conseil scientifique se réunissait, en séance non publique, ensuite il susurrait à l'oreille d'Emmanuel Macron ou d'Olivier Véran ou de Jean Castex ce qui allait se passer,
Et on avait la prochaine conférence de presse et qui nous indiquait à quelle sauce on allait être mangé et quelles allaient être les prochaines restrictions de liberté. Le Parlement a complètement été remplacé par ce conseil scientifique et aussi par les conférences de presse de Véran ou de Castex. Le problème de ce gouvernement des experts, c'est qu'en général, ce sont des technocrates, des bureaucrates, qui sont coupés du réel, qui sont aussi coupés des élus de terrain, qui pensent savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre bien. Dans cette crise, on a eu plus de bureaucratie que de démocratie, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élus de terrain qui se sont plaints du manque de subsidiarité, notamment dans la prise de décision. On interdisait aux élus de terrain de prendre des mesures locales, puisque cette pandémie, elle a été quand même, on a bloqué toute la France, alors qu'elle était quand même plutôt concentrée sur Paris, le Grand Est. Je ne pense pas que confiner la campagne ici, c'était une bonne idée. Le virus ne circulait que très peu, mais en tout cas, voilà, on a complètement, ça c'est aussi la République jacobine qui veut tout centraliser, qui a refusé donc, aux élus de terrain, aux maires, aux conseillers départementaux et régionaux, d'appliquer des mesures un peu plus proportionnées en fonction des circonstances locales. Alors aussi, on avait des choses qui étaient décidées par les experts, j'y reviens un petit peu parce que en novembre ou octobre dernier, on nous a quand même dit que pour déconfiner, il faudrait qu'on arrive à un seuil de 5000 cas par jour. Mais qui a décidé de ce seuil de 5000 cas? Est-ce que ça a été discuté démocratiquement? C'était quand même à la réponse à cette question à laquelle étaient conditionnées nos libertés. Alors on avait décidé de manière totalement arbitraire qu'il fallait moins de 5000 cas par jour pour être déconfiné, et c'était ça en fait la question principale. On n'a jamais pu en débattre. Ça nous montre aussi avec ce gouvernement des experts que dans notre monde moderne, on ne croit plus en rien sauf en la science. On a quand même une religion, une religion catholique, notamment en France, qui est en perte de vitesse. Et finalement, elle a été remplacée par quoi? Elle a été remplacée par la science, puisque maintenant, la science, c'est la seule instance qui est capable de produire une vérité universelle. Et vous le voyez, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de comprendre des décisions scientifiques, mais qui s'en remettent totalement aux scientifiques. Et si un scientifique nous dit quelque chose, c'est que c'est nécessairement bon. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter sur l'emprise de la science dans nos vies, qui a été mise vraiment particulièrement en lumière dans cette crise. Et pourtant, notre croyance dans la science a été ébranlée dans cette crise, puisqu'on voit bien que les scientifiques ne savaient pas ce qu'allait se passer. On ne savait pas comment contrer le virus, on ne sait d'ailleurs toujours pas comment le faire. On a créé un vaccin en 1 an et demi, très bien, mais en attendant, on ne sait pas s'il est totalement efficace, ce qui va permettre de lutter contre tous les variants ou non. Donc il y a quand même notre foi dans cette science qui est complètement ébranlée, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé un peu désemparé dans cette crise. Je reviendrai sur les raisons philosophiques qui ont fait qu'on a peut-être surréagi un peu plus tard dans la conférence. Je note aussi, alors là on était sur la dictature, sur la définition de la dictature, et je vous disais qu'on était en train de dériver, qu'il y avait une dérive de cet état d'urgence. Parce que même si l'état d'urgence est nécessaire dans une démocratie ou dans un système juridique moderne, il y a quand même nécessairement, enfin tout état d'exception implique un risque de dérive. Et c'est pour ça qu'il faut l'encadrer de manière très précise. Dans cette crise, on nous a dit, ok, on est en état d'urgence, mais d'une part, l'état d'urgence est limité dans le temps. D'autre part, il est pris dans une situation exceptionnelle. Et en plus, il existe des garde-fous pour éviter les dérives. Alors je vais revenir sur ces 3 points. La durée, je l'ai déjà dit, hein, l'état d'urgence, ça fait quasiment 1 an et demi que ça dure. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore en état d'urgence désormais? Autant en mars 2020, on peut dire qu'on l'était puisqu'on ne connaissait pas ce virus, mais désormais on connaît sa létalité, on connaît son taux de mortalité, on connaît les personnes qui le touchent, on connaît ses rebonds épidémiques, on sait qu'ils fonctionnent par vagues. Donc quand le gouvernement nous dit on est à l'aube d'une 4e vague et nous sommes en état d'urgence, l'exécutif feint la surprise pour mieux restreindre nos libertés, mais on n'est plus du tout en état d'urgence. Il y a eu énormément de juristes, d'ailleurs il y a même eu un colloque devant le Conseil d'État qui était organisé sur l'état d'urgence, et il n'y a pas un juriste qui est intervenu à ce colloque qui n'a pas dit que le gouvernement abusait de l'état d'urgence et qu'il fallait revenir à une situation de gestion de politique publique, puisque maintenant cette gestion de l'épidémie, ça doit devenir une politique publique classique, et on doit redonner les rênes au Parlement et donc mettre fin à cet état d'urgence, et ces discussions doivent être plus apaisées.
et revenir dans un débat démocratique plus normal. Donc ça, c'est sur la durée. La situation exceptionnelle, je vous l'ai dit aussi, on n'est plus du tout comme au premier confinement. On sait que le taux de mortalité, c'est 0,05%. Donc on prend des mesures ultra restrictives pour un virus qui n'est pas la peste noire, qui n'est pas Ebola. Donc en fait, on n'est plus du tout en situation de péril grave pour l'État ou pour la nation française. Les garde-fous aussi. Qu'est-ce qui vient encadrer l'action du gouvernement dans un état d'urgence? Il y en a deux. C'est le fait que le Parlement vote l'état d'urgence et l'encadre. Et c'est aussi le fait que les décisions prises par le gouvernement sont attaquables devant le Conseil d'État. Parce que le gouvernement prend des décrets d'application et c'est des actes administratifs qui sont attaquables devant la juridiction du Conseil d'État. Le Parlement a-t-il fait son travail de garde-fou depuis 1 an et demi? Il me semble que c'est un peu plus devenu une chambre d'enregistrement du gouvernement. Désormais, les ministères rédigent les projets de loi, rédigent les décrets, rédigent les projets de loi, on les passe devant le Parlement et le Parlement doit voter bien docilement. Vous vous rappelez peut-être qu'en mai dernier, quand le premier pass sanitaire a été voté, a été prévu dans la loi, les députés du centre avaient voté contre le pass sanitaire. Ils ont été rappelés alors par Olivier Véran qui a poussé une gueulante dans l'enceinte du Parlement, en tout cas de l'Assemblée nationale, et on a refait voter 5 heures plus tard, en pleine nuit, et là, tout le monde s'est bien exécuté et a voté le pass sanitaire. Les sénateurs nous ont dit en début de semaine dernière, certains sénateurs nous ont dit que la loi d'extension du pass sanitaire qui vient d'être votée, on leur avait mis le pistolet sur la tempe pour que cette loi passe. Vous voyez, il y a quand même un problème juridique qui se pose, démocratique, c'est que le gouvernement maintenant se passe complètement de la représentation nationale. Il n'en a plus rien à faire, il pense que ses décisions sont les bonnes et qu'il doit les appliquer. Ça, c'est un gros problème, je pense que les parlementaires devraient vraiment reprendre le pouvoir là-dessus. Autre garde-fou, le Conseil d'État. Alors ça, c'est un gros problème, je pense. On a vu dans cette crise qu'il y a eu énormément de référés. Alors des référés, c'est attaquer les décrets du gouvernement parce qu'on les considère comme illégaux. Un référé, c'est une procédure d'urgence, on va devant le Conseil d'État, on dit le gouvernement a pris un décret, il est illégal parce qu'il est disproportionné, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on doit suspendre ce décret. Le problème, c'est qu'il y a eu des milliers de référés qui ont été déposés depuis 1 an et demi, et il y en a eu très peu qui ont été validés par le Conseil d'État. À chaque fois, le Conseil d'État a donné raison au gouvernement. Je pense notamment, alors il y a eu le refus de suspendre la décision de fermeture des remontées mécaniques, il y a eu le refus de la réouverture des bars et restaurants, le refus de la réouverture des églises pendant un moment. Il y a eu le masque pour les plus de 6 ans, il y a eu des recours que nous aussi on a déposés avec le Cercle de droit et liberté le 23 octobre, notamment contre le couvre-feu, à chaque fois on a perdu. Le port du masque obligatoire dans la rue à chaque fois a été perdu. Il y en a quelques-uns qui ont été gagnés. Alors non, aussi, je vois qu'il y en a un qui a été refusé, c'est celui de la réouverture des marchés en plein air. Donc on a refusé le 1er avril 2020 de rouvrir les marchés en plein air. En revanche, il y avait tous les supermarchés qui étaient ouverts. Donc là encore, on favorise la grande distribution au détriment du petit commerce et du petit artisan ou du petit maraîcher. Il faudra nous expliquer comment, sur un marché ouvert, on se contamine plus que dans un supermarché où tout le monde touche tout, les caddies, et on est dans un lieu fermé en plus. Les référés qui ont été, dans lesquels le Conseil d'État a donné tort au gouvernement, c'est par exemple le 30 avril 2020 où une association avait saisi le Conseil d'État parce qu'il voulait qu'on reprenne les demandes d'asile. Et là, le Conseil d'État a donné raison à l'association et le gouvernement a été tenu de reprendre les demandes d'asile et donc de réfugiés politiques. Donc finalement, on avait les Français qui étaient confinés chez eux, mais il fallait quand même reprendre les demandes d'asile pour que les étrangers puissent revenir en France tranquillement. Il y a quelques mois aussi, le Conseil d'État a donné raison à un requérant qui, lui, c'était un étranger qui voulait passer les frontières pour venir se marier en France. Donc les Français n'avaient pas le droit de quitter leur pays. En revanche, le Conseil d'État a dit la liberté du mariage des étrangers doit permettre à l'étranger de passer les frontières et de venir en France. Donc finalement, encore une fois, on avait la liberté des Français qui ont été complètement confinés, mais le Conseil d'État permettait quand même à certains étrangers de ne pas respecter les mesures imposées aux Français. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez schizophrénique dans ces décisions du Conseil d'État.
Les conséquences de, de toutes ces mesures, déjà, c'est la normalisation des mesures d'exception. On s'est quasiment habitué depuis 1 an et demi à vivre avec des restrictions drastiques sur nos libertés. On nous avait dit au départ, il n'y aura qu'un seul confinement, il n'y aura jamais d'autre confinement. Finalement, il y en a eu un deuxième, il y en a eu un troisième. On nous menace d'un quatrième. Donc finalement, maintenant, le confinement, c'est un peu devenu la méthode normale de lutte contre une épidémie. Le gouvernement voit qu'il y a une épidémie, hop, bouton rouge, on ferme le pays et on lutte contre l'épidémie comme ça. Et donc le confinement, c'est quand même la mesure la plus restrictive et ça devient la mesure presque normale de lutter contre une épidémie. C'est là où c'est assez terrible. On ne cherche plus du tout de solution alternative pour gouverner. La restriction des libertés, c'est devenu la règle. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Évidemment, prendre des mesures un peu proportionnées qui ne mettront pas tout le monde d'accord, c'est plus difficile. Mais non, le gouvernement ne prend aucun risque. Et en revanche, vous voyez, jamais dans les derniers discours, ça fait 1 an quand même qu'on attend que dans les discours de Macron ou de Castex, on dise on va augmenter les moyens des hôpitaux, on va donner les moyens au gouvernement de soigner, aux soignants de soigner, pardon. C'est pas du tout abordé. C'est complètement mis de côté, alors que c'est presque c'est logique. Hein. Le député François Ruffin disait ça sur BFM TV ou RMC, je ne sais plus, il y a quelques semaines. C'est le bon sens même. Plutôt que de tout restreindre, il faudrait déjà permettre aux soignants de soigner. Ça, c'est pas du tout abordé. Autre conséquence de cet état d'urgence sanitaire, c'est, et j'en ai déjà un peu parlé, il faut s'interroger sur les méthodes de gouvernement. Désormais, on impose, et on ne fait aucune pédagogie dans les mesures. Donc là, le moyen d'imposer aussi ces mesures drastiques, évidemment, c'est la peur. Je me rappelle d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale qui part dans une rage totalement surfaite, hein. Mais il nous dit mais vous n'avez vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que cette épidémie. Moi, j'étais à l'hôpital, j'ai vu cette personne de 35 ans en réanimation qui était au bord de la mort. En raisonnant par l'exception, on aura toujours raison. Les personnes qui ont attrapé le Covid et qui ont fini en réanimation à 35 ans, ils doivent se compter, c'est 50 personnes, 100 personnes. Mais voilà, le Véran nous dit dans toute sa suffisance, il y a des personnes de 35 ans qui sont à l'hôpital à cause du Covid, donc on doit fermer le pays. Évidemment, c'est très difficile de réagir à ça quand on vous oppose un tel exemple et de garder raison. Il y avait donc aussi beaucoup d'infantilisation, je vous l'ai dit. Il y avait aussi le côté « nous sommes les experts, nous savons mieux que vous ». Moi, Olivier Véran, ministre de la Santé, je sais ce qui se passe, vous ne savez pas, et donc j'ai le droit de vous imposer des mesures. Aussi énormément de culpabilisation. C'était vous aurez du sang sur les mains. Ça, c'est toujours, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit aux sénateurs et aux députés. Hein. Si vous ne votez pas l'extension massive du pass sanitaire, vous aurez du sang sur les mains et c'est de votre faute s'il y aura des morts. Et ça fonctionne très bien. Hein. Vous voyez, tous les élus ont tellement peur de mettre en œuvre leurs responsabilités politiques, ils préfèrent voter ces lois restrictives plutôt que de se voir reprocher d'avoir mis en péril la santé publique. Dans cette culpabilisation, il y avait aussi des méthodes assez, selon moi, délétères du gouvernement. C'est tous les spots publicitaires. Donc je ne sais pas si certains ont la télé, mais on voyait des choses comme un enfant qui embrasse sa mère à son anniversaire. Et puis après, il y a un voile qui passe et on voit la mère qui est en réanimation à l'hôpital. Donc là, on est en train de nous dire, vous avez été embrasser votre mère, ce qui est la chose la plus logique au monde. Vous avez embrassé votre mère, vous l'avez tuée, vous l'avez mise à l'hôpital. Et ça, quand on voit ce genre de choses sur les relations sociales, vous voyez bien, ça fait 1 an et demi que les gens ne se serrent plus la main, ne se prennent plus dans les bras, de peur de se contaminer. On refuse le simple fait de vivre normalement, c'est quand même terrible. Et les spots du gouvernement, mais il faut les voir actuellement sur la vaccination, c'est pareil, ou alors cette petite fille à Noël aussi qui voyait ses parents ses parents et ses grands-parents dans le salon, ils avaient tous le masque. Alors déjà, qui portent les masques en intérieur, et après on voit la petite fille qui va dans la cuisine et qui regarde la bûche, et il y a 2 nains de jardin, qui sont sur la bûche, et elle les prend et elle les décale parce qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. Donc on se dit, mais voilà, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on doit faire en sorte que les enfants, on doit leur dire, en fait on est en train de faire peur aux enfants, hein. Attention, l'être humain est un danger potentiel. C'est ça qu'on est en train de dire. Et le pass sanitaire, je vais y revenir, mais c'est encore plus cette logique. Autre point, donc, sur ces conséquences de l'état d'urgence sanitaire, je l'ai dit un petit peu, c'est il
déjà la masse de textes qui est votée, qui est passée en décret, et puis la masse de recommandations. Tout ça, c'est très flou. On ne sait pas vraiment ce qui relève de la loi et ce qui relève des simples recommandations. Même un juriste ne sait pas ce qui est autorisé ou non. Alors par exemple, la règle des 6 personnes à table. Beaucoup de personnes vous disaient « mais j'ai pas le droit d'inviter cette personne à table ». Mais en fait, c'était pas du tout dans la loi, c'était une recommandation du gouvernement. Et pourtant, moi j'ai parlé à des juristes, des confrères, qui me disaient « on n'a pas le droit d'être plus de 6 à table ». Donc même eux étaient perdus. L'interdiction des fêtes privées. L'interdiction des fêtes privées, mais ça n'a jamais... C'était une recommandation. L'État n'a pas le droit de vous interdire de faire quelque chose chez vous, en fait. Il y a l'inviolabilité du domicile, vous faites ce que vous voulez chez vous. Donc si vous étiez chez vous et que vous aviez envie de faire une fête, vous avez un château, comme ici par exemple, et d'avoir 100 personnes à une soirée, vous aviez le droit. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est que l'État a tordu le droit, encore une fois, et par exemple a utilisé le délit pénal de mise en danger de la vie d'autrui. C'est un peu technique. La mise en danger de la vie d'autrui, il faut qu'il y ait une conséquence. Enfin, c'est la possibilité de faire subir des blessures ou une mort immédiate à une personne. C'est très restreint. Le gouvernement sait que c'est inapplicable à la crise Covid et à l'organisation de fêtes privées. Il le sait parce qu'il y a eu des notes qui ont été pondues par le ministère de la Justice dès mars 2020 en disant on ne peut pas appliquer le délit de mise en danger de la vie d'autrui. Ce qui se passait néanmoins, ça il faut quand même le rappeler, c'est que donc, au 2e ou 3e confinement, les gens commençaient à avoir moins peur du virus, donc ils faisaient des fêtes privées chez eux. Et ce qui se passait, c'est que les policiers arrivaient chez vous, et puis ils frappaient, et ils disaient bah, écoutez, mise en danger de la vie d'autrui, j'ai le droit de rentrer chez vous, et les gens pensaient que les policiers avaient le droit de rentrer, ce qui est faux d'ailleurs, hein, un policier n'a pas le droit de rentrer chez vous. Et puis, dans ces cas-là, alors soit déjà ils vous verbalisaient pour non-respect des gestes barrières, ou alors en plus ils vous faisaient fermer votre fête et terminer cette soirée. Et puis pour des fêtes un peu plus importantes, comme il y a eu une soirée devant Matignon par exemple qui a fait un peu parler d'elle, on a été chercher l'organisateur de la fête et on l'a attaqué pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça a été défendu devant le juge, et le juge, on disait, alors le juge judiciaire, c'est un peu technique, mais on disait le juge administratif est plus docile que le juge judiciaire, et donc un délit c'est jugé par un juge judiciaire. On disait le juge judiciaire est le garant de nos libertés individuelles. Mais on a vu que dans ces instances où on attaquait ces gens pour mise en danger de la vie d'autrui, le juge judiciaire les a condamnés en première instance en disant qu'ils avaient commis ce délit alors qu'il ne s'applique pas en l'espèce. Est-ce que ça sera la même chose en appel? On verra, parce qu'en général les juges d'appel sont un peu moins dociles. Mais on a quand même vu que même le juge judiciaire n'a pas tenu son rôle de défense de nos libertés. Donc là, on a encore utilisé le droit à des fins qui n'étaient pas faites à l'origine. Autre conséquence, la banalisation du contrôle social. Le masque dans la rue notamment, c'était vraiment une mesure. Par exemple, le 28 septembre dernier, quand même, la ministre des Sports déclare sur RTL « Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, mais pour dire qu'il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes. » Ça, si on n'est pas dans le contrôle social, on est dans quoi? Donc, c'est Roxana Maracineanu qui nous dit ça. Je pense qu'elle ne se rendait pas compte de la boulette qu'elle venait de faire à l'antenne, mais en tout cas, ça nous prouve bien qu'en fait, on prenait des mesures pour mieux nous conditionner. Il faut mettre le masque parce que c'est bien, il faut vous rappeler que le virus est là, donc mettez le masque. Ce que ça a fait aussi, c'est que ça a provoqué une désorganisation durable de l'opposition. Les confinements, ça a été terrible. Les associations ne pouvaient plus se réunir, les opposants politiques ne pouvaient plus se réunir. Évidemment, le gouvernement avait tout le temps de faire en sorte de mettre en place ces mesures, puisqu'en face, l'opposition n'avait pas les moyens de contrer ces méthodes. Ce que ça a fait aussi, comme je vous l'ai dit, ça a fait de tout citoyen un danger potentiel. Les mesures d'état d'urgence, par exemple, contre le terrorisme, elles avaient fait de tout citoyen un terroriste potentiel. Cet état d'urgence sanitaire a fait de tout citoyen un malade potentiel ou un contaminateur potentiel. Donc ça a créé une société de surveillance et même d'autosurveillance généralisée. Hein. C'est très efficace comme méthode de contrôle social par la peur, puisqu'en fait l'individu devient policier de soi-même et policier des autres. C'est un effet très délétère sur la cohésion des citoyens, vous le voyez. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et ça me donne une transition parfaite pour parler du pass sanitaire. Parce que cette conférence, je l'ai écrite en décembre 2020.
Et à l'époque, on posait des questions sur la vaccination obligatoire, sur le pass sanitaire, et je disais c'est pas prévu, ça n'arrivera pas. Et finalement, 6 mois plus tard, je me rends compte que la conférence n'est pas du tout à jour et qu'il faut la remettre à jour complètement, puisque tout ce qu'on pensait qui n'arriverait jamais, en fait, arrive et beaucoup plus rapidement que prévu. Ce pass sanitaire, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux de la Commission européenne depuis le début de la crise. C'était avant tout ce qu'ils appellent un certificat vert numérique. D'ailleurs, il n'y a pas du tout le mot, il n'y a pas du tout le terme sanitaire dedans. Donc, un certificat vert numérique, qu'est-ce que ça sera la prochaine étape? C'est que vous ne pourrez pas traverser une frontière parce que vous êtes en voiture diesel et que ça pollue. Vous ne pourrez pas prendre un avion parce que ça pollue. Si on a mis la santé à un moment pour restreindre certaines de nos libertés, on pourra très bien mettre l'écologie derrière. Donc, le certificat vert numérique, c'est le pass sanitaire européen. En quoi ça consiste? Ça consiste en fait à demander un passeport supplémentaire pour passer les frontières, cette fois-ci. La Commission européenne était compétente pour gérer le passage d'une frontière à une autre. Donc elle a imposé en fait, aux États ce passeport sanitaire. Les parlementaires de Strasbourg, les parlementaires européens ont voté le pass sanitaire en décembre dernier en disant que c'était un sésame vers la liberté. Et donc ensuite, j'y reviendrai aussi sur ce sésame sur la liberté. Ça, c'était la première étape du pass sanitaire européen. Il est passé dans la loi française ensuite, dans la loi du 31 mai. Je note la méthode du gouvernement quand même. Ils ont sorti un projet de loi. Donc un projet de loi, c'est fait par les ministères. Il y a deux types de lois qui peuvent être passées. Il y a soit les propositions qui sont faites par les parlementaires, les sénateurs ou les députés. Il y en a très peu. En général, les députés et les sénateurs font très peu de propositions de loi et ça passe très rarement. Maintenant, la loi, elle est faite par les ministères, le gouvernement, et ensuite elle est validée par le Parlement. Donc le gouvernement a fait un projet de loi où il y avait le pass sanitaire, le passeport sanitaire, donc seulement pour passer les frontières. C'était le premier projet de loi qui est passé. Ça a commencé à être débattu à l'Assemblée, c'est passé dans les médias, dans les médias aussi, donc on s'est dit il y aura seulement un passeport pour passer les frontières. Et là, le gouvernement est arrivé pendant les débats et a fait un amendement gouvernemental pour prévoir le pass sanitaire à l'intérieur des frontières. Donc c'était pour les lieux de culture, les lieux de loisirs, pour les grands rassemblements. Et cette méthode de passer par amendement gouvernemental, c'est un peu un détournement de la procédure, puisqu'en fait, quand vous faites une proposition de loi, il faut sortir une étude d'impact qui va montrer en quoi vos mesures vont avoir, quel est l'impact de vos mesures, de cette loi sur la société. Et quand on fait un amendement, on n'a pas besoin de produire de mesures d'impact, d'études d'impact. Donc finalement, il y a eu cet amendement gouvernemental qui nous l'a placé en douce, là, ce pass sanitaire à l'intérieur de nos frontières, pour éviter la discussion démocratique, la discussion publique, et donc au gouvernement aussi d'avoir à justifier de l'efficacité de ce pass sanitaire. C'est une méthode qui est assez délétère. Elle a été attaquée devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit non, c'est bon, le gouvernement avait le droit de le faire. Ça montre aussi que ce garde-fou du Conseil constitutionnel n'est pas efficace. Donc ça, c'était le 31 mai. Le pass sanitaire, c'était la possibilité donc, de contrôler l'accès. Il habilitait le gouvernement à prendre par décret, imposer le pass sanitaire pour les grands rassemblements. C'était ça le terme de la loi, grand rassemblement. Certains parlementaires se sont offusqués de ce terme de grand rassemblement, puisque ce n'est pas précis, on ne sait pas ce que ça veut dire, grand rassemblement, ça ne veut tout et rien dire. Le Conseil constitutionnel a dit « ouais, c'est bon, on valide le terme de grand rassemblement ». Dans les débats publics, grand rassemblement, dans les débats parlementaires, c'était 1000 personnes. J'en parle beaucoup parce que je vais y revenir après, donc 1000 personnes. 31 mai, pass sanitaire possible, donc quand vous allez dans un stade, une salle de concert, 1000 personnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dévoiement encore de ce pass sanitaire, puisqu'il y a eu un premier décret pour les discothèques, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus quand, qui a imposé, c'était mi-juin je crois, ou début juillet, qui a imposé donc, le pass sanitaire dans les discothèques. Et dès 50 personnes. Donc toutes les discothèques de plus de 50 personnes devaient avoir un pass sanitaire. La loi disait, grand rassemblement, ensuite le décret d'application nous dit 50 personnes. Donc là déjà on était complètement hors la loi. Et le 19 juillet, après les annonces d'Emmanuel Macron, il y a eu un autre décret qui est passé, qui nous a imposé le pass sanitaire pour les lieux de culture et de loisirs, dès 50 personnes également. Donc nous, avec le Cercle Droit et Liberté, on a fait un recours qui a été fait aussi par la Fédération nationale du cinéma, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, le parti politique VIA de Jean-Frédéric Poisson. On a été reçu au Conseil d'État, je vous en parle parce que c'est aussi typique de ce qui est en train de se passer dans notre pays. On a été reçu par le Conseil d'État vendredi dernier, il y a une semaine. C'est la première fois qu'ils nous accordaient une audience. D'habitude, ils avaient tendance à dire que nos recours ne valaient pas le coup, donc ils nous donnaient une réponse sans audience. Donc là, on est reçu en audience.
Le représentant du gouvernement nous met sur la table la situation fulgurante de l'épidémie avec ce variant Delta, variant indien dit Delta. Il faut aussi voir avec la facilité avec laquelle les journalistes sont passés du terme indien à Delta parce qu'il ne fallait pas être politiquement incorrect, donc on ne dit plus variant anglais, variant indien, variant sud-africain, mais alpha, bêta, gamma, delta. Et donc le gouvernement, le représentant du gouvernement nous dit la situation épidémique est exceptionnelle, il faut absolument prendre des mesures, des freins d'urgence et donc imposer ce pass sanitaire par décret, malgré le fait que le gouvernement n'était habilité qu'à faire ça pour les grands rassemblements. La présidente du tribunal, donc du Conseil d'État, nous dit aussi j'aimerais écouter les professionnels qui vont parler, donc la Société des auteurs-compositeurs dramatiques et la Fédération nationale du cinéma. Mais le Cercle Droit et Liberté et VIA, je n'ai pas beaucoup envie de les écouter à l'audience parce qu'en fait, c'est des avocats et un parti politique. Et là on s'est dit, mais donc ça veut dire qu'un parti politique qui représente le bien commun et une association comme le Cercle Droit et Liberté qui a dans ses statuts la promotion et la protection des libertés publiques n'ont pas voix au chapitre et ne peuvent pas parler à une audience où finalement ces mesures ont un impact sur l'ensemble des Français, l'ensemble des libertés des citoyens. Il y avait une espèce de vision libérale où finalement il n'y avait que l'économie qui comptait dans la mise en balance de ces mesures. Donc les professionnels avaient voix au chapitre et pas VIA et pas le Cercle Droit et Liberté. Et ça, c'était intéressant de le noter, puisqu'en fait, on a eu la décision lundi dernier. Et qu'est-ce qu'il a dit alors là, il y a eu deux décisions. Il y a eu déjà un rejet du recours du Cercle Droit et Liberté et de VIA, puisqu'on nous disait qu'on n'avait pas intérêt à agir. Donc, nous n'avions pas le droit de venir défendre les libertés des Français devant le Conseil d'État. Ça, c'est terrible, il faut quand même le noter aussi, surtout qu'en plus, c'est complètement faux, puisque normalement, on apprécie l'intérêt à agir en fonction des statuts d'une association, et je vous ai dit, dans nos statuts, on a la possibilité d'agir pour défendre les libertés. Mais ils ont aussi refusé les recours de la Fédération nationale du cinéma et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en disant, je cite, que les circonstances exceptionnelles permettent au Premier ministre de prendre toutes les mesures de police restrictives non prévues par la loi en cas de situation exceptionnelle. Finalement, c'est signer un blanc-seing au gouvernement qui peut nous dire, situation exceptionnelle, je tords l'esprit de la loi et j'applique les mesures que je veux. Le Conseil d'État nous dit aussi, dans sa décision, dans son communiqué de presse, que de toute façon, vu qu'une nouvelle loi venait d'être passée d'extension du pass sanitaire massive derrière, finalement le gouvernement n'avait été dans l'illégalité que 10-15 jours, donc c'était pas très grave, donc on n'était pas obligé de revenir sur la décision gouvernementale. Donc là, encore une fois, c'est donner un blanc-seing au gouvernement, vous pouvez être dans l'illégalité, tant que 15 jours plus tard, vous ferez ratifier par une nouvelle loi vos restrictions précédentes de liberté. Donc là encore, c'est un exemple typique de l'inefficacité du Conseil d'État pour protéger les libertés des Français dans cette crise. Vous n'êtes pas sans savoir que le pass sanitaire a été voté, donc là ça ne sera pas au-dessus de 50 personnes désormais, mais à partir du 9 août, si le Conseil constitutionnel, parce que là la loi a été votée par le parlementaire, donc ça veut dire extension massive du pass sanitaire, pas seulement aux activités de culture et de loisirs, mais à l'ensemble des actes de la vie du quotidien, alors que le gouvernement avait dit que le pass sanitaire ne serait jamais appliqué aux actes du quotidien. Finalement, ça va être pour aller prendre un café, pour aller à la salle de sport, vous allez être obligé de montrer votre pass sanitaire. Donc là, c'est devant le Conseil constitutionnel qui, à mon avis, va rendre une décision validant le principe de ce pass. Et donc, on crée une société à deux vitesses. Quelles sont les atteintes à nos droits qui sont totalement disproportionnées par ce pass sanitaire? Je parle un peu de droit, après je parlerai de la philosophie de cette chose, parce qu'il faut sortir du droit un peu. Donc évidemment, il y a la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de travailler, la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, notamment le secret médical aussi, et puis la liberté de conscience, puisque normalement, vu que c'est une vaccination obligatoire indirecte, alors pourquoi le vaccin et pourquoi c'est si difficile légalement d'imposer une vaccination obligatoire? Parce qu'il y a énormément de considérations morales, éthiques, religieuses, philosophiques qui ont été forgées pendant des années, des dizaines d'années, et qui sont venues rendre très difficile cette vaccination obligatoire. Mais désormais, ces considérations, elles sont complètement oubliées. On n'en a rien à faire et on considère que si c'est interdit, c'est pas très grave, on va faire une vaccination obligatoire indirecte en oubliant complètement qu'en fait on a forgé un droit pendant des années et une éthique, notamment par exemple le droit de consentir, la nécessité de consentir à un acte médical, ou alors l'inviolabilité du corps humain. Ça, c'est des choses qui sont dans notre code civil, qui sont dans les conventions européennes des droits de l'homme aussi.
on oublie complètement, et on a l'impression qu'une personne qui refuse un vaccin, c'est seulement un anti-vax primaire qui pense que la 5G va lui pousser s'il se fait piquer. Ça, c'est un peu la communication du gouvernement, et c'est pas aussi simple que ça. Il y a des considérations très importantes qui sont mises de côté, et on n'a pas de débat apaisé sur ce sujet. Donc ça, c'est pour nos atteintes aux droits. La philosophie de ce pass sanitaire qui est très dangereuse, c'est que ça nous fait passer d'une société de liberté à une société de restriction. Une société de restriction, en plus, qui est justifiée par la recherche du risque zéro, le principe de précaution, et qui nous brise dans notre capacité de résilience et dans la capacité à prendre des risques. Une société qui est vivante, c'est une société qui prend des risques, c'est une société qui continue à avancer malgré le fait que potentiellement vous allez mourir à la fin de la journée. Donc là, on refuse le risque en plus très raisonnable finalement de se contaminer. Et en plus, on applique cette restriction qui devient la règle. Et en plus, désormais, vous n'êtes plus un citoyen libre, vous ne serez plus un citoyen libre comme avant, puisqu'avant, pour être libre sur votre territoire, il suffisait d'être français. Votre communauté vous rendait libre. Vous naissiez, vous avez vos droits de français, votre communauté politique vous donnait la possibilité d'exprimer ses droits. Désormais, vous serez libre seulement si vous êtes capable de prouver que vous êtes en bonne santé. Alors on nous dit pour l'instant, le pass sanitaire, c'est seulement le fait que vous n'êtes pas contaminé au Covid. Mais la logique des choses, c'est que maintenant, vous avez le droit de jouir de l'ensemble de vos droits et libertés sur le territoire, seulement si vous êtes capable d'avoir prouvé qu'on a éradiqué ce qu'il y a de potentiellement dangereux en vous. Potentiellement, parce qu'on ne sait pas, vous pouvez très bien aller dehors demain, vous allez tuer personne, mais n'empêche, on va vous interdire d'y aller. Et donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est que là, on attaque avec le Covid-19, bientôt ça sera la grippe. Et puis, ce qui est potentiellement dangereux en vous, c'est que vous êtes un homme est un violeur, par exemple, ou est un harceleur, ou est un terroriste potentiel. Donc peut-être qu'on va vous obliger de montrer un extrait casier vierge à chaque fois que vous allez au stade, ou quelque chose comme ça. Cette logique est totalement délétère. Et maintenant, donc en fait, c'est ça, c'est la santé qui conditionne vos libertés, en fait. Votre santé vient conditionner vos libertés, et c'est terrible. Et vous avez vu aussi notamment qu'il y a la généralisation de la prise de température en public, dans les aéroports, à l'étranger aussi. Maintenant, vous ne pouvez pas rentrer quelque part si on vous scanne votre température. Si vous avez de la température, vous ne pouvez pas rentrer. Mais si vous avez une rage de dents, vous pouvez avoir 39 ou 42 fièvre. On va vous interdire de rentrer dans un stade ou dans un ciné. On a placé la santé un peu au-dessus de tout et on est prêt à tout restreindre pour la protéger. Autre point qui est très important, c'est cette logique du super contaminateur aussi, là, c'est ce qu'on nous dit, vous n'êtes pas libre, c'est ce qu'on nous dit, là, Macron nous dit, la liberté a ses limites, vous n'êtes pas libre d'aller contaminer autrui, vous n'avez pas le droit de contaminer autrui. Mais qu'en sait-on? Que sait-on? Est-ce que demain, je me balade, je ne sais pas si j'ai le Covid ou non, est-ce qu'on sait que je vais aller contaminer quelqu'un? Et si je le contamine, est-ce que je vais le tuer? Là, on a vraiment quelque chose une aversion au risque qui est terrible. Demain, moi, je vais prendre une voiture, je vais rouler, potentiellement, je vais me tuer et potentiellement, je vais tuer quelqu'un. Mais on ne m'interdit pas pour autant de prendre ma voiture. Et donc, cette logique qui viendrait nous dire, vous n'avez pas le droit d'aller contaminer quelqu'un, mais c'est faux, on ne sait pas déjà. Et en plus, évidemment, que demain, vous allez aller vivre en société, vous allez faire courir des risques à vous-même et aux autres. Mais là, on refuse cette chose et c'est selon moi assez terrible. Et c'est ça qu'il faut dénoncer avec le pass sanitaire et personne n'est capable de s'en rendre compte. Enfin, on nous dit c'est votre sésame vers la liberté. En fait, c'est pas du tout un sésame vers la liberté. On gagne peut-être une liberté à très court terme, mais en fait, en restreignant nos libertés individuelles et collectives à court terme, on est en train de mettre en péril notre liberté complète à moyen et plus long terme. Ce que je vous l'ai dit, on rentre dans une société de surveillance généralisée, de contrôle social généralisé. Jamais dans l'histoire du monde, un gouvernement n'a eu les moyens techniques d'imposer des restrictions aussi drastiques, aussi facilement. Louis XIV, on a dit que c'était un tyran, mais il n'avait jamais la possibilité de contrôler la vie de ses sujets aussi facilement. Là, on a décidé qu'on allait imposer un pass sanitaire, tout le monde télécharge le logiciel, tout le monde scanne son QR code, et désormais, donc c'est vert ou rouge, hop, vous serez content, vous allez avoir du vert avec une création de milliers de frontières internes. Dans un pays qui normalement n'a pas de frontières internes, là on est en train de créer des milliers de frontières internes. Et on voit ça comme un progrès, comme le sésame vers la liberté, mais pas du tout. C'est vraiment le sésame vers la servitude. Et il faut s'en rendre compte. Donc le pass sanitaire est encore presque plus dangereux que la vaccination obligatoire, je pense.
puisque ça met vraiment en place une société de la technique généralisée et une emprise de cette technique sur nos vies. Donc voilà pour les mesures. J'ai encore un peu de temps ? 5 minutes ? Alors peut-être rapidement. Raison philosophique de cette psychose généralisée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cédé si facilement à la panique? À chaque fois, toutes ces mesures, elles ont été validées sur l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Donc la santé, désormais, doit justifier l'ensemble des restrictions de nos libertés. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que la santé? Déjà, il faut voir que la santé, c'est pas que la santé biologique. Et je reviens aussi sur cette définition de l'OMS qui nous dit que la santé est un état complet de bien-être moral, social et physique. Mais quand on voit cette définition, état complet, en fait, personne n'est en bonne santé dans cette salle. Qui peut dire qu'il est en pleine santé physique, morale et sociale au même moment? Donc finalement, personne n'est en bonne santé. Donc on est tous des malades, nous sommes tous des malades qui nous ignorons. C'est un peu le docteur Knock qui dit « toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore ». Et ça pose une question de l'emprise de la médecine sur nos vies. Vu que vous êtes potentiellement un malade, il faut que le médecin soit là en permanence. Et ça nous mène aussi vers des choses qui nous amènent au transhumanisme, à l'être humain qui est diminué. Donc comme il est diminué, il faut nécessairement l'augmenter. Je ne reviendrai pas sur le transhumanisme parce que ça prendra trop de temps, mais c'est un point de bascule là, de voir que nous sommes en mauvaise santé. Le simple fait d'être humain, on est en mauvaise santé. Donc il faut nous augmenter et il faut mettre un médecin derrière nous. L'autre gros problème, c'est la peur de la mort, la perte du côté tragique. On a complètement oublié que l'être humain était mortel dans cette crise. Ça vient évidemment de la mort de Dieu dans nos sociétés modernes. Nietzsche nous disait que nous avions tué Dieu, donc il n'y a plus rien qui s'impose à nous. On a tué Dieu pour devenir notre propre Dieu. On est des êtres humains unigénérationnels, on refuse notre passé, on refuse le futur. Ce qui compte, c'est la jouissance de nos droits dans un confort maximal jusqu'à la fin de notre vie. Où finalement, on est incapable d'accepter que quelque chose nous dépasse, que quelque chose nous dépassera d'ailleurs, existera après nous. Donc notre seul horizon, en fait, c'est notre mort, et notre mort individuelle. Et là, clairement, on le voit bien, en fait, c'est une société avec des gens qui ont la pétoche de mourir et ils sont prêts à tout pour ne pas mourir. Et c'est un peu un désarroi, on est complètement désemparés dans cette crise, c'est le retour de la mort qu'on pensait avoir réussi à expurger. Donc c'est vraiment, selon moi, un point très important à noter. Donc, il faudrait retrouver le sens du tragique dans cette crise. Je vais terminer par une mini-bibliographie, après on pourra passer aux questions. Je note quand même que, alors même une pendule cassée donne l'heure de la bonne heure 2 fois par jour. BHL a sorti un bon bouquin là-dessus qui s'appelle Le virus qui rend fou. C'était un des premiers à sortir, c'est important de le noter. Il y a quand même eu des clivages qui ont sauté dans cette crise, hein. On le voit bien d'ailleurs, il n'y a ni droite ni gauche dans la lutte contre ces mesures sanitaires. Je pense aussi à un ouvrage de Jean-Loup Bonamy qui nous a dit comment la psychose s'est emparée du monde. Un ouvrage de François Bousquet, Biopolitique du coronavirus, que vous avez eu cette semaine. Et puis Robert Redeker, L'éclipse de la mort, qui nous a fait un ouvrage assez bien sur le fait que les sociétés modernes avaient complètement oublié l'idée de la mort. Sur ce, j'ai terminé ma conférence et j'étais ravi de vous la donner. On a peu de temps pour les questions, donc allons-y. En fait, dans votre exposé, vous semblez donner un sentiment de bien faire du gouvernement, même si c'est des mesures drastiques. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une tyrannie et la maladie est un alibi pour... Je ne crois pas que... Enfin, on glisse vers une certaine tyrannie puisque les garde-fous ne jouent plus, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté de tyrannie du gouvernement. C'est juste... déjà, on est dans la première crise du monde connecté. L'information circule plus vite que le virus, la peur circule plus vite que le virus. Il y a une psychose globale qui s'est emparée du monde très rapidement. Donc il y a aussi la trouille de la responsabilité pénale des dirigeants, c'est vraiment prégnant.
ils ont peur de ne pas agir, donc ils préfèrent surréagir. Et c'est ce qui explique notamment une partie de leur action, et aussi la perte des valeurs traditionnelles comme le courage politique qui est complètement perdu, puisque maintenant on est dans des valeurs marchandes qui sont prégnantes. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, les gouvernements occidentaux notamment, ont surréagi. Je pense que les pays qui sont restés avec une religion plus prégnante, ou les pays d'islam, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Europe de l'Est ont un peu mieux réagi que l'Occident sans religion. Voilà. D'autres questions? Mouton ou exclu, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des manières de résister, c'est aussi ça peut être par exemple de ne pas appliquer le pass sanitaire, ou alors de montrer qu'en pratique ça sera complètement inapplicable. En Russie, notamment à Moscou, ils avaient imposé le pass sanitaire, ils se sont rendus compte au bout de 3 semaines que c'était une usine à gaz et que ça ne fonctionnait pas, donc ils ont été obligés de revenir sur leur décision. Je pense que c'est un moyen d'agir. J'ai pas la solution. Juridiquement, j'ai assez peu d'espoir en la justice et dans le droit. Ne devenez pas avocat en liberté publique, ça ne servira à rien. Mais en tout cas, c'est ce que le gouvernement vient de nous dire depuis 1 an et demi. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des moyens de lutter, hein, c'est politique notamment. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Je n'ai pas de solution miracle, mais le combat mérite d'être mené. D'autres questions? Non. Alors, bon, je rappelle donc que Thibaut est président du Cercle Droit et Liberté. Il invite que ce soit donc les avocats à adhérer ainsi que les étudiants en droit. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thibaut.